Et mesdames et messieurs, dans le cadre de sa vision d'une société plus juste et équilibrée, l'Égypte poursuit ses efforts pour autonomiser les femmes et renforcer le rôle de partenaire essentiel du développement global. Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dina Darwish, qui est rédactrice en chef adjointe du journal Al-Ahram Hebdo et responsable de la rubrique Mode de vie et au quotidien. Bonjour. Bonjour. Alors, comment cette initiative reflète-t-elle la vision de l'État en matière d'autonomisation économique et sociale des femmes? Les réalisations accomplisses en fait par les femmes égyptiennes au cours des 10 dernières années reflètent une véritable transformation dans la vision de l'État concernant l'autonomisation économique, sociale et politique des femmes. En fait, la femme est passée d'une participation limitée à une présence active dans les sphères de décision, et ce grâce au soutien direct des autorités et à la stratégie nationale pour l'autonomisation des femmes à l'horizon 2030. Par exemple, au niveau gouvernemental, l'Égypte a enregistré parfois un taux élevé de représentation féminine dans les histoires de ses gouvernements. Par exemple, le nombre de femmes ministères atteint dans certaines formations ministérielles, oui, ça c'est un nombre très élevé par rapport aux autres siècles. Aujourd'hui aussi, la femme occupe des portefeuilles stratégiques de développement majeurs, comme la planification, la coopération internationale, l'immigration, la culture, l'environnement et la solidarité sociale. Et pour la première fois également, certaines femmes ont accédé à des postes de haut niveau, comme conseillère à la sécurité nationale, vice-gouverneur de la Banque centrale, et encore présidente d'organismes économiques et de régulation importantes. Et dans le domaine de l'administration locale aussi, certaines femmes aussi occupent, la participation des femmes s'est élargie de manière sans précédent. Lors du mouvement des gouverneurs de 2024, 9 femmes ont été nommées vice-gouverneurs dans plusieurs provinces égyptiennes. Et ça illustre la volonté claire de l'État d'intégrer les femmes dans la gestion exclusive et la prise de décision locale. Sur le plan parlementaire, les femmes ont réalisé une avancée aussi historique dans la représentation législative. Autrefois, la représentation féminine dans le Parlement ne dépassait pas les 2%. Mais maintenant, la Constitution prévoit désormais qu'au moins de 25% des sièges de la Chambre des représentants soient réservés aux femmes. Selon les données aussi de l'Agence centrale et leur CAPMAS pour la mobilisation publique et les statistiques, le CAPMAS, les femmes occupent environ 27% des sièges du Parlement en 2025, soit 160 sièges, ce qui représente l'un des taux les plus élevés de représentation féminine dans l'histoire parlementaire. Le côté économique, dans le secteur économique et de l'investissement, les 10 dernières années ont également été marquées par une montée remarquable des femmes vers les postes de direction au sein des banques, des institutions financières et des grandes entreprises. Des femmes ont pris la tête des grandes banques et occupent aujourd'hui des postes de vice-présidents ou de membres des conseils d'administration dans les banques publiques et privées, tandis que leur présence est renforcée aussi au sein de la Banque centrale et du secteur bancaire dans son ensemble. On ne peut pas nier, bien sûr, toutes ces démarches entreprises par l'État. Mais dans quelle mesure l'État a-t-il vraiment réussi à transformer l'autonomisation des femmes en politique concrète et non pas seulement en slogan? Tous ces indicateurs démontrent que l'autonomisation des femmes n'est plus qu'un simple slogan, mais c'est une politique d'État intégrée visant à renforcer la justice et à mobiliser les capacités des femmes comme partenaires essentiels dans la construction de la nouvelle République et la réalisation du développement durable. Oui, ça, ce sont des indicateurs. Il y a aussi la stratégie de 20 ans. Et à votre avis, comment vous voyez l'importance de proposer des modalités de travail flexibles aux mères qui travaillent? Je pense que l'État récemment a adopté, surtout après la vague c'est partout dans le monde, mais l'État égyptien aussi a appliqué ça, a adopté plusieurs mesures concrètes pour aider les femmes à concilier entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Et cela afin de leur offrir un environnement de travail plus stable et plus favorable. Et parmi les principales initiatives, surtout, figure l'élargissement des horaires de travail qui télétravail dans certains secteurs, ainsi que le développement des crèches aussi, au sein ou à proximité des lieux de travail. C'était, par exemple, la manque de certaines crèches, c'était le problème essentiel de notre génération. Moi,
Aujourd'hui, j'ai 55 ans, mais parmi les problèmes les plus majeurs quand j'étais femme active et sur le terrain, c'était où laisser mes enfants, parce que déjà ma belle-mère et ma mère travaillaient. Ça, c'était parmi les choses les plus dures. Le fait que la femme peut travailler paisiblement alors que ses enfants, alors qu'elle est inquiétée. Oui, justement, j'allais vous demander quel est l'obstacle principal auquel se cogne la femme qui essaye de travailler? Je pense que la chose la principale, c'est où laisser ses enfants, où elle pourrait mettre ses enfants et travailler à l'aise, partir sur le terrain, voyager. Il faut avoir un système stable très stable. Il y a un système systématique qui présente des services avec des experts, afin que la femme puisse travailler tranquillement et être calme quand elle laisse ses enfants. Elle ne soit pas dispersée entre ses occupations comme mère et femme et comme une femme pratique. Est-ce que vous pensez que l'autonomisation des femmes qui travaillent cause des problèmes dans le foyer entre la femme et son mari? Je pense que tout dépend du couple. Si le couple est si partenaire compréhensif, il apprécie, il connaît bien la valeur de la femme, la valeur du travail de la femme, aussi comme un moyen pour améliorer non seulement les ressources économiques, mais aussi les méthodes avec lesquelles elle peut éduquer ses enfants avec un esprit plus ouvert, parce qu'elle est plus enfermée seule dans une maison, dans ses expériences dans la vie s'épanouissent. Et alors, elle serait plus apte à élever ses enfants avec une mentalité plus ouverte et plus flexible à accepter les évolutions numériques. Les changements partout dans le monde qui a lieu maintenant. Les ressources des informations et de formation que les jeunes apprennent et les enfants aussi apprennent, forment leur esprit et apprennent les informations. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Dina Darwish. Je répète que vous êtes rédactrice en chef adjointe du journal Al-Ahram Hebdo et responsable de la rubrique mode de vie et au quotidien. Merci pour vos éclaircissements. Et on passe maintenant au dossier